à vous 6. Merci d'avoir accepté l'invitation du Pôle Habitat FFB. À ma droite, Hervé Marseille, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste au Sénat et ancien maire de Bedon. Bonjour. Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. À votre droite, Laurent Baugiraud, dirigeant du groupe Soleil, membre du bureau national du Pôle Habitat FFB. Et puis, à ma gauche, Céline Torres, dirigeant du groupe Torres, président du Pôle Habitat FFB Occitanie et nouveau membre du bureau national du Pôle Habitat FFB. Nicolas Chabran, dirigeant de Alpes-Provence Promotion Immobilière, président de la Fédération BTP des Hautes-Alpes et nouvel administrateur du Pôle Habitat FFB. Et à vos côtés, Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. J'ai envie de me tourner vers vous, Céline, Laurent, Nicolas. Dans quel état d'esprit êtes-vous en tant que chef d'entreprise? Quel est l'état d'esprit aussi de vos collaborateurs? Et quelle est la réalité économique de vos entreprises et celle du secteur? Céline. Alors déjà, très heureuse de retrouver mes collègues, partenaires et adhérents du pôle. Maintenant, ce qu'on a partagé ces 2 derniers jours, justement, c'est une inquiétude. On est inquiet par manque de visibilité. On est à quelques jours d'une nomination d'un gouvernement. On espère avoir enfin un ministre du Logement, quelqu'un à qui on pourra s'adresser. On assiste à une hausse du coût des matériaux, à une flambée des taux d'intérêt. Nos acquéreurs ne peuvent plus se loger. Donc c'est vrai qu'il y a une grave inquiétude qui règne, autant bien en tant que nous, chefs d'entreprise, qu'au sein de nos équipes. Une difficulté également à chiffrer nos maisons, c'est difficile. Laurent, vous partagez aussi cette inquiétude? Je vais prendre une citation du philosophe Alain qui disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et je vais prendre le contre-pied de cette citation. Si le pessimisme est d'humeur, aujourd'hui je suis de très très bonne humeur. Nicolas. Pareil, un petit peu inquiet quand même. Je pense qu'on est face à Alors moi je viens de la montagne, donc pour passer de vallée à vallée, des fois le sentier il est escarpé, il y a des passages délicats. Donc je serais tenté de dire qu'on est devant un passage délicat et pour réussir à franchir ce passage, je pense qu'il faut que toute la filière soit unie, soit solidaire. Je pense que c'est un point important. Il faut qu'il n'y ait pas du gros mauvais temps, S'il y a de l'orage, ça va être difficile. Donc il faut que les politiques générales et politiques locales prennent en compte quand même notre souffrance. Et puis, c'est mieux d'être accompagné. Et donc, je fais confiance à Pôle Habitat et à la FFB pour franchir ce passage délicat. Inquiétude, souffrance. Hervé Marseille, j'ai envie d'avoir votre réaction à ça. Les mots sont forts. Qu'avez-vous envie de répondre aux professionnels qui sont sur scène et dans la salle? Je ne vais pas les rassurer, parce que je lis grande cause nationale. On commence par avoir un gouvernement où il n'y a pas de ministre du Logement. Il faut dire que la précédente a été défenestrée par les électeurs dans le Val-de-Marne, donc elle était indisponible. Ils n'en ont pas trouvé d'autres pour l'instant. Alors il faut espérer que cette lacune soit rapidement comblée. Pour autant, la situation étant ce qu'elle est, et je ne vais pas vous la raconter puisque vous la connaissez comme moi, on est un peu, pour ceux qui regardent la télé, dans le voyage en terre inconnue. Donc, même s'il y a un gouvernement, je ne vois pas comment il aura une majorité. Donc la volonté politique d'agir et les réformes qu'on peut attendre me paraissent pour l'instant assez lointaines. Donc je pense que les solutions immédiates, elles se trouvent plutôt au niveau des collectivités territoriales, régionales, pour ce qui est de la volonté d'agir et des moyens d'agir. Pour les réformes, il va falloir attendre un peu. Et on parlera tout à l'heure du rôle, effectivement, des maires et aussi des conseils départementaux et régionaux. On va revenir tout au long de cette table ronde sur vos inquiétudes, sur les crispations, mais aussi sur les opportunités à saisir. Xavier Timbaud, aidez-nous d'abord à décrypter ce contexte macroéconomique. D'abord, comment le voyez-vous et quels sont
les conséquences pour tout le secteur? Le contexte macroéconomique, il est compliqué. Il a d'abord été compliqué par la crise sanitaire, mais la bonne surprise, c'était qu'en fait, on sortait de la crise sanitaire plutôt bien, avec un dispositif public qui avait aussi beaucoup aidé les entreprises. Et donc finalement, on pouvait être assez optimiste, mais il se produit un événement, comme il s'en produit assez rarement, mais dont il faut quand même prendre la mesure, qui est le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou plutôt l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et que ça fait entrer tout le monde dans une incertitude qui est extrêmement forte, et qui par ailleurs est une incertitude à laquelle on ne peut pas grand-chose en fait, au fond, puisque ce qui se passe là nous dépasse la plupart de nos intérêts, et donc oui, on est un peu soumis à cette dimension géopolitique. On pouvait espérer au début du conflit qu'il se termine rapidement. En tout cas, derrière cet espoir, il y avait quand même aussi l'idée que l'Ukraine ne pourrait pas résister longtemps au rouleau compresseur russe. On est aujourd'hui dans une situation qui s'enlise et donc dont on sait qu'elle va durer. Elle va durer avec des tensions qui vont persister, qui vont être très fortes. Le fait que l'Occident aide l'Ukraine crée une situation qui est également extrêmement incertaine, et on s'installe dans ce schéma-là. Donc voilà, ça c'est une situation qui nous tombe dessus. Il nous tombe dessus dans le bâtiment, mais ça tombe dessus sur tout le monde, dans tous les secteurs. Personne ne peut vraiment échapper à ça, et ça a des conséquences qui sont assez fortes. La première des conséquences, c'est l'inflation. Derrière l'inflation, il y a la remontée des taux d'intérêt. Alors, moi, je serais modérément inquiet sur la question de la remontée des taux d'intérêt. La raison en est que face à une situation d'inflation, normalement la Banque centrale doit agir pour ralentir l'économie et éviter un emballement de l'inflation. Mais là, on est dans un schéma où l'inflation, elle provient de l'augmentation du prix des matières premières, beaucoup d'énergie, quelques autres matières premières aussi, et que dans ce cas-là, cette inflation, elle produit plutôt une récession. Et donc, en fait, elle fait que la Banque centrale n'a pas vraiment besoin de ralentir l'économie. Elle a plutôt besoin d'envoyer des signaux. Donc, l'impact principal, il va passer par cette augmentation de l'inflation. On voit apparaître justement dans la presse ce terme de stagflation. On rappelle ce que c'est, une forte inflation et une croissance très très faible. Est-ce qu'il faut s'habituer à avoir une inflation élevée pendant de nombreuses années, une inflation à 5%? Moi, je ne pense pas qu'il faille s'habituer à l'inflation, ou en tout cas penser que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de l'inflation, au sens où c'est des analyses qu'on lise parfois, au sens qu'on a bâti ce système inflationniste depuis longtemps et qu'en fait il s'installe aujourd'hui et que c'est un petit peu... Non, cette inflation, elle est liée au conflit principalement, et après, voilà, personne n'est capable de prévoir combien de temps va durer le conflit. Il peut durer le temps qu'il a duré en Afghanistan, c'est-à-dire très longtemps. Il peut durer beaucoup moins de temps. On ne peut que souhaiter qu'il se résolve rapidement, mais s'il venait à se résoudre rapidement, on ouvrirait un autre espace. Je ne vous dis pas que l'inflation reviendrait très rapidement à la normale, mais en tout cas, il faudrait en parler sérieusement ce jour-là. 3%, 4%, mais peut-être pas les niveaux actuels. Mais même 3 ou 4%, enfin, si on se compare, quand on a inventé le mot stagflation, c'était dans les années 70, on était dans un monde dans lequel l'inflation était déjà en train de s'installer, et on a beaucoup appris de cette période. On a des banques centrales qui sont indépendantes, on a désindexé les salaires, on a décidé que l'inflation, il fallait lutter très vite et très rapidement contre. Donc c'est dans ce monde-là qu'on vit, et dans ce monde-là, c'est difficile d'imaginer qu'on reste avec 3 ou 4% d'inflation pendant 5 ans. Henri Buzicazo, vous avez publié une tribune remarquée sur Capital.fr intitulée justement « L'inflation révélatrice de l'indigence de la politique du logement ». Expliquez-nous. Ce que vient de dire Xavier Timbaud est très... Votre micro. Alors, on va vous passer un autre micro. Voilà, merci beaucoup. Oui. Je ne veux pas que je sois trop long, mais de là à me couper le micro, c'est dur, quoi. C'est totalement involontaire. Je veux le croire. Je veux le croire. Merci. Les phénomènes qui viennent d'être décrits, dont on nous dit, Xavier Timbaud le dit, j'en accepte l'augure, qu'ils ne seront pas tellement durables, tellement graves, ils sont là aujourd'hui. Bon, et ces dérèglements, on voit à quoi ils nous conduisent. On a donc des circonstances conjoncturelles très dures. Je vous donne
donne 2-3 chiffres, en plus de ceux qu'on a pu voir dans la remarquable présentation de cette table ronde. C'est par exemple des chiffres de la Banque de France qui font froid dans le dos. Depuis 6 mois, une augmentation de 10% des impayés qui, pour la première fois depuis un quart de siècle, sont dus non seulement au crédit à la consommation, mais au crédit immobilier. C'est-à-dire que les prélèvements des banques n'aboutissent pas parce qu'il n'y a rien sur le compte. Bon, voilà, ça fait peur. Deuxièmement, je lisais en vous rejoignant les derniers sondages IFOP-CAFPI qui révèlent que 66% des ménages français sont très inquiets pour l'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas comment, aujourd'hui, ils pourraient accéder à la propriété. Ça, c'est un chiffre terrible. Et puis, on en reparlera sans doute du crédit, mais au moment où on parle, il y a entre un crédit sur 5 et un crédit sur 4 qui ne passe pas. Ça s'appelle la casse dans le métier. Bon. La réalité est celle-là. Et un ménage moyen, la clientèle fondamentale des constructeurs de maisons individuelles, par exemple, mais aussi des promoteurs, aller sur des revenus entre un SMIC et demi et 3 SMIC, eh ben, il n'emprunte pas avec 35 points de base de plus. Son taux est doublé aujourd'hui, il est à 2,30 et vous avez vu le débat sur le taux d'usure, on y reviendra. Ça, ce sont des très mauvais indicateurs du moment. Le problème, c'est que je dirais que ça, c'est l'arbre aujourd'hui qui est en train, aux yeux des pouvoirs publics, me semble-t-il, de cacher la forêt. Alors on nous annonce un projet de loi, peut-être 2, pour soigner le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des textes d'urgentistes. Bon, et il faut le faire. Le gouvernement va devoir le faire, aider des parlementaires. Ils seront au rendez-vous de l'histoire. Mais on n'a pas réglé les problèmes de fond, singulièrement depuis 5 ans. Et ces problèmes de fond, ce sont ceux qui expliquent que le moindre dérèglement est insupportable. On n'a pas traité la cherté du foncier, la cherté des coûts de sortie des logements, qui ne sont pas imputables à la marge des professionnels, hein, ce serait formidable pour eux, mais qui sont imputables à la complexité normative, qu'on ne cesse d'aggraver. C'était 6 000 normes il y a quelques 10 ans, il y en a 8 000 aujourd'hui qui pèsent sur un promoteur. Voilà. Mais on parle de simplification tous les jours. On n'a pas traité la question de la fiscalité. Pour solde de tout compte, on a supprimé la taxe d'habitation. Je pense même que ça a même aidé à la première élection du président Macron, tout ça est bien. Ça fait peur aux maires. C'est pas à côté d'un homme qui a été un grand maire bâtisseur que je vais dire ça. On l'a pas traité. On n'a pas traité non plus l'aménagement du territoire. Et il a fallu que les Français, eux, disent 1 sur 6 est en train de vouloir aller dans les villes moyennes ou dans les communes rurales pour qu'on reparle un peu d'aménagement du territoire, mais nous n'avons plus d'aménagement du territoire volontariste qui créerait un équilibre entre les territoires et qui calmerait le jeu, notamment des prix. On n'a pas traité tout ça. On va aborder cet après-midi justement un certain nombre de ces problèmes de fond. Mais Laurent, Céline, peut-être un mot sur cette inflation et cette baisse du pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle complique la situation financière de vos clients jusqu'à en rendre certains insolvables ? Oui. Ouais. Comment dire, si vous voulez, on a pris à peu près 20% d'augmentation sur nos prix de revient. On n'a pas des marges non plus colossales. Donc on a 2 solutions aujourd'hui. Soit on réduit nos marges, soit on demande aux particuliers, au client final, d'augmenter son budget. Sauf que derrière, on a une banque avec une capacité d'endettement qui est ce qu'elle est et qui est fixée et régie par la BCE, donc résultat des courses, c'est immuable. Un client qui a un taux d'endettement maximum, soit on continue son projet en faisant nous un effort et en essayant de trouver des solutions, soit le projet ne se fait pas, donc oui, c'est compliqué. Aujourd'hui, sur nos chiffrages, moi je suis obligée d'ajouter une clause. On avait une clause aléa, et on a rajouté une autre case, aléa, crise énergétique et des matériaux. Enfin, où va-t-on ? Laurent, vous êtes confronté aussi à ces situations avec vos clients ? Oui, on est confronté. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. En plus, juste une petite donnée, lorsque les taux de crédit augmentent de 10 points de base, c'est-à-dire que de 0,10, on désolvabilise 10 000 ménages. Ils ont augmenté de 50-60 points de base, donc il y a déjà 50 000 à 60 000 ménages qui ne pourront plus accéder à la propriété dans le cadre d'un crédit immobilier. On annonce entre 50 et 75 points de base d'augmentation, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1994, une telle augmentation aussi vite. Donc ça veut dire qu'on va encore désolvabiliser entre 50 000 et 70 000 ménages si les taux augmentent d'ici la fin de l'année. Donc on est écartelé entre l'obligation de vendre, c'est notre métier, il faut faire tourner nos boutiques. C'est aussi les attentes de nos banquiers. Pour lancer une opération, il faut avoir 45, 50, 60% de précommercialisation. Donc on pousse nos vendeurs et nos équipes à vendre. On ne sait pas à quel coût on va construire dans 18 mois, parce qu'on a des délais
on ne va pas parler des délais, mais des délais administratifs qui sont presque aussi longs que des délais de construction de nos jours. Et on a des taux qui augmentent, donc on est écartelé c'est le supplice de la roue hein, que nous vivons depuis plusieurs trimestres. Nicolas, comment est-ce que vous gérez cette inflation dans votre entreprise? Est-ce que vous avez augmenté vos tarifs, notamment pour pallier la hausse des coûts des matériaux? Où en est votre trésorerie? Et dernière question, peut-être au chef d'entreprise, est-ce que vous avez de plus en plus de collaborateurs qui viennent taper à votre porte en vous disant il faut nous augmenter, on n'arrive plus à aller jusqu'au fin de mois? Je voulais juste rebondir avec Henri, là. Je pense que l'inflation, elle était déjà avant la guerre russo-ukrainienne. Hein. Je pense qu'on était en guerre économique. Notre BT01 sur l'année 2021 était à 5,2%. Donc je pense qu'on peut parler quand même d'un début d'inflation. Et à l'heure où je vous parle, sur une année glissante, on est à 7,2%. Hein. Donc, ou 7,1, pardon. Donc pour moi, c'est un sujet, j'aimerais bien vous croire, mais avec les règles, les lois qui arrivent, on en parlera, le ZAN, la REP, les DPE et compagnie, j'ai bien peur que l'inflation soit durable. D'ailleurs, je crois que dans le film, je l'ai vu. Donc aujourd'hui, quelles conséquences? Oui, aujourd'hui, je pense que les promoteurs, les aménageurs, tout le monde dans cette salle est confronté à des demandes de la part de leur entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est quand même en souffrance. Et cette inflation avérée, ça cause aujourd'hui des débats, des discussions, des partages. Je pense que, autour de la salle, je pense que vous êtes amenés à réduire vos marges, justement pour sauvegarder l'appareil de production. Voilà. Et je pense qu'on en est là. Il faut qu'on soit vigilant, que collectivement, tous ensemble, on soit solidaires pour ne pas bousiller la filière. Après, au niveau des salaires, moi je serais tenté de dire s'il y a de l'inflation et il faudrait éviter qu'il y ait un gros perdant. Mais effectivement, on peut imaginer, je dirais, augmenter les salaires. Alors, je vous rassure, hein, je vais me faire huer, mais avec des aménagements et du législatif pour justement accompagner et que ça soit vertueux, quoi, voilà, qu'à charge égale, aujourd'hui à charge constante, on puisse augmenter les salaires et qu'on fasse de la défiscalisation d'heures supplémentaires, par exemple, qui était en 2020 d'ailleurs et qui n'a pas été reconduite. Bon, voilà, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent, je dirais, accompagner cette inflation. Céline? Alors, je suis d'accord, c'est une très bonne piste. Mais au Pôle Habitat, on représente 4 métiers. Et on gère tous notre trésorerie d'une façon différente. Un constructeur de maisons individuelles est en trésorerie positive. Il a moins d'activité, il y a une augmentation, on va rogner sur nos marges dans un premier temps, on va avoir moins de ventes, peut-être éventuellement, on va réduire nos charges fixes. Ça va passer, si on s'organise, ça va passer, surtout avec les conseils qu'on reçoit au niveau du pôle qui sont très porteurs. Un aménageur, il a beaucoup de fonds propres. Aujourd'hui, les opérations sont à l'arrêt. Elles sortent très peu parce que beaucoup de maires anticipent la ZAN, on va en parler. Donc ça a une incidence. Si derrière, ça vend moins, que les gens peuvent moins acheter, on mobilise nos fonds propres et il y a un réel risque. Et là où ça devient encore pire, c'est chez les promoteurs. Les promoteurs aujourd'hui assistent à un ralentissement de la sortie de leurs opérations pour diverses raisons, subissent cette inflation de plein fouet sur des opérations qu'ils ont négociées, commercialisées un an auparavant, et aujourd'hui ils vont face à un mur. Et donc c'est vrai que là est la réelle difficulté et où on risque d'avoir énormément de casse dans nos métiers. Hervé Marseille, dans le film, on a entendu Olivier Saleron demander de l'aide et Bruno Le Maire lui répondre que sa porte est toujours ouverte. Quelles mesures urgentes faudrait-il prendre, notamment pour essayer d'atténuer cette inflation, pour essayer de régler le problème du pouvoir d'achat? Et deuxième question, est-ce que Emmanuel Macron peut obtenir une majorité au moins sur ce sujet-là, qui est un sujet un peu consensuel?
Écoutez, je ne sais pas si Bruno Le Maire a sa porte ouverte. On sait que quand on va à Bercy, l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. Donc, il faut faire très attention. Pour le reste, je ne fais pas dans la prospective devinatoire. Je pense que, en entendant ce qui est dit par les professionnels, il y a 3 choses. Le premier point, il y a quand même, pour acheter, il faut être optimiste. Or, la situation, on ne peut pas dire qu'elle pousse à être optimiste, qu'elle soit nationale, européenne, internationale. Donc je pense qu'il va y avoir une certaine retenue des gens dans l'immédiat pour toutes les raisons qui ont été exprimées, puis par le sentiment général qui domine. Ensuite, je pense que les collectivités qui poussent à la construction, qui sont générateurs d'impulsion, vont être modérément dans l'action, puisqu'elles vont elles-mêmes être impactées durablement pour les mêmes raisons financières. Et puis, on va ponctionner environ 10 milliards sur les collectivités. Par exemple, on a annoncé, avant les présidentielles, 3,5 milliards de suppression de la redevance télévision. Qui c'est qui va les payer? C'est la ponction qui va être faite sur les collectivités. Ça fait partie des 10 milliards qui vont être ponctionnés. Donc, les collectivités vont impulser moins de construction. Enfin, sur toute la partie législative et réglementaire, je serais tenté de dire d'un mot vulgaire, mais qui a été employé par le président de la République, donc ça s'est apaisé. Je dirais qu'il faut qu'on arrête de nous emmerder. Je veux dire, c'est perpétuellement des réglementations qui ont été évoquées par Henri, par d'autres ici, et on en a oublié, parce que, par exemple, vous avez les métropoles, qui sont quand même des centres tendus, pourvoyeurs de logements et de bâtiments. Celle de Paris, par exemple, normalement devrait être réformée, puisque l'amendement Carrez, qui perpétuait la loi NOTRe, qui est éteinte depuis 2 ans, c'est un amendement qui perpétue une loi éteinte. Donc il va falloir faire quelque chose. Pour l'instant, vu le contexte politique, moi je ne sais pas comment ça marche. Or, la métropole, il faut être un artiste pour construire ici, puisque vous avez le PLU, le SDRIF, le SCOT, les maires, la métropole, les PFIP, etc. etc. Il faut un compteur Gégère pour trouver les gens, et puis il faut courir du soir au matin au milieu des trous de Madame Hidalgo. Donc, je veux dire, c'est pas évident, hein. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, le contexte, est-ce qu'il y aurait une majorité? Elle n'existe pas. Est-ce qu'il y aura des votes? Oui, puisque ça sera du cas par cas, enfin, en l'état actuel des choses. Ouais. Alors, on a plein de sujets à aborder. Peut-être un mot, Laurent, Nicolas, sur la fiscalité. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que professionnel du secteur? Qui veut commencer? Laurent? Alors, sur la fiscalité, je pense que notre métier fait sens dans la définition d'une finalité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'affront de reprendre les besoins primaires, mais se loger, c'est un besoin primaire. Et ça fait bien des années que le logement est laissé tomber. D'ailleurs, je pense qu'il y a une petite faute sur le débat. Il y a marqué « logement responsable cherche politique entreprenante ». Ça serait plutôt « logement entreprenant cherche politique responsable ». À mon avis, il faudrait le changer. Il y a un abandon de notre métier qui fait beaucoup de sens, à mon point de vue, le sens sur la finalité et le sens aussi dans la direction dans laquelle nous allons. On change de direction tout le temps. Comment vous voulez qu'on ait une politique, nous, de gestion de nos entreprises, sur la fiscalité, sur les matériaux, sur la réglementation? Sur les normes, effectivement. C'est tout et son contraire. Il y a une seule chose qui est descendant, c'est qu'on ne veut plus construire en France, parce que ça fait du bruit et de la poussière. Ça fait du bruit et de la poussière. Donc les ministères décident de ne plus construire. On a même la ZAN, ça va être européen, et ça descend sur les collectivités, sur les agglos, sur les mairies, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que cumuler un certain nombre de mesures, mais si nous n'avons que nous vivons avec, nous construisons avec, mais s'il n'y a pas la volonté politique, et si on ne nous montre pas le chemin dans le sens, cette direction que nous devons aller, et cette finalité-là, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, construire des logements, ça fait du sens. Mon métier fait du sens. Vos métiers font du sens, et aujourd'hui on a perdu le sens, et quand on perd le sens, on est à contresens. Et ça nous emmerde profondément, pour reprendre les termes du président de la République. Nicolas, un mot sur la fiscalité, un mot. Moi, je penserais sur l'appareil de production. Je pense qu'il y a des risques
que nos salariés, tous secteurs confondus, viennent taper un petit peu à notre porte pour pouvoir essayer de gagner un petit peu du pouvoir d'achat. Donc, étant donné qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, et qui dit pénurie dit inflation, je serais tenté de dire qu'il faudrait défiscaliser un petit peu les heures, de redonner une valeur travail pour que ça ne coûte pas plus cher, et que donner effectivement un élan, un espoir, parce que je pense qu'effectivement c'est ça qui manque dans notre pays. J'ai le président de la République qui dit que j'ai la boussole, mais moi j'ai l'impression que la boussole, elle perd le nord. Xavier Timbaud, sur les taux d'intérêt d'emprunt, est-ce qu'on doit s'attendre à des taux toujours plus hauts ? On va avoir des taux plus hauts, toujours plus hauts, je ne sais pas, mais il faut quand même prendre un tout petit peu de recul. On est passé par une phase où les taux étaient extrêmement bas. Ils étaient, il y a quelques semaines, à 0,4 points, ce qui est historiquement du jamais vu, en fait. Je veux dire, on n'a jamais vu des banques qui distribuaient aussi facilement à des taux aussi bas. Aujourd'hui, ils ont remonté, ils sont encore beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Donc, on est dans un mouvement aujourd'hui qu'on peut plus qualifier de renormalisation de ce côté-là que d'autres choses. Alors, il s'est quand même passé quelque chose dans l'intervalle, c'est que des taux très bas, ça n'a pas simplement solvabilisé des ménages, ça a aussi provoqué une hausse des valeurs foncières et des valeurs immobilières, et qui font que, et c'est sûr que quand les taux remontent, le piège se referme, parce que effectivement, on perd beaucoup de ménages, mais on perd beaucoup de ménages. On peut dire que c'est à cause des taux qui montent. C'est aussi beaucoup parce que les prix ont beaucoup monté et qu'ils sont très élevés aujourd'hui. Enfin, il faut garder la mesure des choses. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai élément à mettre au centre des politiques publiques. Enfin, ça a été dit, mais je vais le redire. Il y a une dimension qui est la dimension du prix du foncier, qui est essentielle dans cette histoire. Et si on n'arrive pas à résoudre le prix du foncier, il va falloir réfléchir à des dispositifs dans lesquels le foncier est loué, puis rétrocédé ensuite à l'acheteur pour pouvoir allonger les durées d'emprunt, pour pouvoir aménager. Ça devra passer par ce genre de choses. Donc, Henri Buzicazo, vous partagez cette analyse. En tout cas, les futurs acquéreurs ont de plus en plus de mal à obtenir des prêts. Écoutez, oui, la question du taux d'usure, quand même, un petit mot. Tout le monde sait ici à quoi il sert, c'est le taux maximum auquel une banque peut prêter, 2,40 aujourd'hui. Outre que c'est presque une originalité française, les pays qui nous entourent ont des taux d'usure qui, eux, sont beaucoup plus élevés. Voilà, on est à 10% en Belgique, on est à 18% en Allemagne, enfin bon. On est à 2-4% et les banques demandent, alors là aussi, la porte ouverte du ministre de l'économie, je veux bien, mais hier, on entend que ce taux d'usure va être relevé, puisqu'il est calculé sur des valeurs qui, à ce jour, ne prennent pas en compte l'inflation des taux. Et le ministre dit, on va réfléchir à un nouveau mode de calcul ou à un taux qui, instantanément, va prendre en compte la réalité pour que les banques puissent se prêter à des ménages qui sont de moins bons risques. 2,40 empêche aujourd'hui probablement 20-25% des ménages d'accéder. Il faudrait du 2,60, du 2,70, du 2,80. Sauf que on entend hier, moi je lis ça avec beaucoup de bonheur, certains s'en réjouissent, il y a même des communiqués de presse, ça y est, on revoit le taux d'usure, on le rehausse. Communiqué de Bercy pour dire non, pas du tout, c'est pas le cas. Alors la porte, elle a beau être ouverte, j'ai l'impression qu'elle est entrouverte. Vous ne faut peut-être pas exagérer. Ce taux d'usure aujourd'hui est très, très, très pénalisant. Très clairement, ce qui vient d'être dit sur le dérèglement des taux, moi j'y insiste. Il n'est pas normal qu'en prenant 60 points de base, 70 points de base, mais on va aller au-delà. L'OAT a pris 200 points de base et on en a que 60 qui sont répercutés. Donc dans les mois qui viennent, on va avoir des mauvaises nouvelles devant nous. Il n'est pas normal que ce dérèglement soit, insupportable aux ménages. C'est parce que les questions de fond n'ont pas été traitées. Et l'ingénierie, oui, elle va nous aider. On va faire du découplage entre le foncier et le bâti. Mais tout ça, ça témoigne que la question de fond n'a pas été traitée. Les aides publiques aujourd'hui,
elles servent d'amortisseurs, d'antidouleurs depuis maintenant des dizaines d'années. C'est pour ça que les producteurs s'y accrochent et disent on peut rien faire sans ça. Bien sûr qu'on a besoin de ces amortisseurs tant qu'on aura une fiscalité élevée, un foncier élevé. Mais ce sont des antidouleurs. Ça témoigne d'un problème de fond, les aides publiques d'un côté et les taux bas de l'autre. On a caché la misère. La misère, elle est là. Il va falloir s'en occuper. Alors, je suis moins pessimiste que le président de Marseille. Je n'ai pas sa science politique, donc je suis sans doute moins crédible que lui. Mais j'ai envie de croire que la nouvelle physionomie de l'Assemblée nationale, d'abord, il va falloir faire avec. Hein. Bon, on a eu 71% des Français trouvent que ça, c'est une Assemblée qui les représente. Bon. On a aujourd'hui une gauche qui en sort renforcée à l'Assemblée nationale. On a une droite extrême qui est désormais très présente. Qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends qu'on a ces représentations-là parce qu'il y a un désarroi des ménages et que les ménages ont estimé que là, ils avaient une expression qu'ils n'avaient pas dans les partis qu'on va qualifier de gouvernement. Bon. Eh bien, je pense qu'il va falloir que nous travaillions dans l'influence publique avec ces partis-là qui sont sensibles au désarroi des ménages. Les désarrois des ménages, il va falloir les traiter, mais pas que de manière urgente, mais sur le fond. Ces 5 années, je n'ai pas envie d'imaginer qu'elles seront stériles. On doit traiter aussi bien la mobilisation du parc existant, le mode d'emploi pour en arriver à la transition environnementale, au-delà des oukases et des incantations de Mme Pompili ou d'autres. Je n'ai pas de mésestime pour ces personnes-là. Je pense qu'ils sont hors sol. Et quand on est hors sol dans le bâtiment, vous savez ce qui arrive. On verra dans un instant quelles sont les propositions et les mesures fortes qui pourraient être prises pour soutenir le secteur du bâtiment. Hervé Marseille, 2 questions très courtes et très simples. Je vous demande des réponses aussi très courtes. La première, c'est est-ce que finalement cette majorité relative, à l'Assemblée, ne va pas renforcer le rôle du Sénat? Vous, en tant que sénateur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc oui. C'est une bonne nouvelle pour vous? Ça tombe bien parce que nous, on avait quasiment été à la lumière pendant le dernier mandat, puisqu'on cherchait à nous éviter. Là, il y a un truc technique. Vous revenez en force. C'est la CMP, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat. On va pouvoir être majoritaire grâce au Sénat. C'est-à-dire que quand un texte fait l'objet d'une CMP, on va pouvoir faire et agir. Alors, vous parliez des 5 dernières années. Quel est votre jugement, justement? Comment jugez-vous ce quinquennat sur le prisme du logement, Peut-être passer aux propositions directement, ça sera plus simple. Parce que là, si vous faites une convention sur le thème urgence, c'est que la réponse est dans le titre de la convention. Ouais. Je veux dire, mais en un mot. Globalement, c'est ni fait ni à faire. Je veux dire, on n'a pas réglé les problèmes, on a empiré. Je pense que les problèmes d'artificialisation des sols dont on a tant parlé et qui inquiètent beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, nous y travaillons pour modifier, parce que ce qui a été fait, on peut le modifier. Il y a les ânes et les as, là il faut qu'on travaille rapidement là-dessus, parce que ça on peut le modifier. Deuxième chose, il y a la performance énergétique, qui est une usine à gaz, et on voit bien les conséquences de ce machin. On va se retrouver avec des milliers et des milliers de logements en déshérence. Il ne faut pas oublier que depuis 2007, il y a eu une augmentation sur la région parisienne d'environ 60% des prix et de 36% sur les 10 plus grandes villes de France. Donc il faut modifier ce qui a été fait et qui ne marche pas. Et puis je crois qu'il y a des propositions. C'est une proposition assez courante sur les coûts horaires du travail, revenir sur les heures supplémentaires, qui était une bonne chose. Et puis il faut modifier la réglementation. Il faut moins de réglementation parce qu'on ne sait plus où sont les compétences. Et dans les réformes territoriales qu'il va y avoir, j'espère qu'il y en aura, par exemple dans les grandes villes, et en particulier dans la région parisienne, on ne peut pas continuer à avoir des compétences à tous les niveaux qui complexifient durablement l'acte de construire. Je vais me faire engueuler parce que je vais prendre la parole et c'était pressé. Aujourd'hui, quand on a un souci et que c'est urgent, on appelle les pompiers. Et aujourd'hui, il y a urgence sur notre métier. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des mesures ces prochaines semaines, ces prochains mois. On a aussi un métier où il y a beaucoup d'inertie. Donc les mesures que nous ne prendrons pas ces prochaines semaines et ces prochains mois auront des conséquences très, très fâcheuses sur 2023 et 2024. On peut discuter des réglementations, on peut se projeter, il faut se projeter. Mais aujourd'hui, il faut appeler les pompiers parce c'est comme lorsque vous faites un peu de montagne, les drapeaux d'avalanche.
Des fois, il n'y a pas de risque. Des fois, c'est un petit peu préoccupant. Après, c'est un tout petit peu inquiétant et on peut être en danger. Aujourd'hui, notre métier est en danger. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se gratter la tête pour ne pas parler d'autre chose sur des sujets qui ne sont pas urgents. Il y a danger, il y a urgence, dites-vous. Ça vous a étonné quand même, cette absence de débat sur le logement pendant la campagne présidentielle, Xavier Timbaud ? Je pense que c'est choquant. C'est proprement choquant. En fait, le logement est au cœur de la vie quotidienne des Français. Ils ont mis en préoccupation numéro 1 le pouvoir d'achat, mais en fait, une grande partie de ces questions se ramènent à ça. C'est le logement, et je pense qu'il faut quand même le rappeler, est au cœur de la transition environnementale par l'énergie, par l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi par les mobilités et par la question de la densification, la question de la... Voilà, donc en fait, le logement devrait être au centre de l'agenda. Et il ne l'est pas. Alors, pourquoi il ne l'est pas ? Eh ben, c'est un mystère, parce que ce n'est pas faute d'avoir rappelé ces éléments-là. Et il semblerait que dans le précédent quinquennat, mais c'est quand même aussi vrai des quinquennats d'avant, cette question est apparue comme ringarde, pas intéressante, comme l'expression d'une France qui innove moins, qui est moins présentable, qui est... Bon, ok, mais c'est une erreur. C'est une erreur, et je pense qu'aujourd'hui, si moi j'avais quelque chose à dire à la Fédération française de bâtiments et à ses membres, mais en toute humilité, c'est vous êtes au centre des questions importantes. Et il faut que vous soyez, plutôt qu'en attente de solutions, force de proposition. Ce qu'on ne vous donne pas, cessez d'attendre, cessez de le demander et imposez-le dans l'agenda. Et le Pôle Habitat FFB a un certain nombre de propositions. On aura l'occasion de les évoquer dans quelques instants. Henri Buzicazo, sur la rénovation du parc existant dont parlait tout à l'heure Hervé Marseille. Là aussi, je crois que le compte n'y est pas. Hein. Le compte n'y est pas, on manque de réalisme. Vous savez, tout est traviole. L'appareil diagnostique n'est pas stabilisé. En septembre va arriver l'audit énergétique qui concerne la monopropriété, donc les maisons individuelles à la vente. Le moteur ne fonctionne pas. Le DPE n'est pas fiable. La filière n'est pas organisée. On a 8500 diagnostiqueurs, il en faudrait 20 000 pour tenir les volumes. Les entreprises en bâtiment ne peuvent pas non plus suffisamment nombreuses répondre à la demande. Les entreprises dites reconnues garantes de l'environnement, RGE, c'est 1 sur 6, et ce sont celles qui donnent accès aux aides. D'ailleurs, le label RGE lui-même fait l'objet de beaucoup de critiques. Il va falloir être très pragmatique. Est-ce que le calendrier doit être rallongé ? On n'en est même pas là. On manque notoirement de pragmatisme. Ça va devoir s'imposer. Moi, je voudrais aussi quand même, mais mettre les pieds dans le plat sur un sujet. Vous savez, quand il y a un message, il y a un émetteur, un récepteur. Alors le récepteur, on a dit, j'ai pris ma part, il ne nous a pas entendus, il est autiste, il est hors sol, c'est l'expression que j'utilisais, bon, très bien. Oui, je le crois pour partie. Mais voyez-vous, j'ai été dans l'univers politique il y a très longtemps, j'ai été auprès de Pierre Méhaignerie, je le dis avec émotion, ça a été un grand ministre de l'équipement, du logement, et il parlait beaucoup avec les professionnels. Mais je me rappelle qu'en 86, 89, il y a eu une crise en 86, il y a eu un plan. Il avait face à lui le Conseil national de la construction. J'étais auprès de lui, je me rappelle ça, j'étais très jeune, bon, ça ne me rajeunit pas cette affaire. La profession, la filière parlait d'une seule voix. Dans le CNC, il y avait aussi bien la FNAIM que la Fédération du bâtiment, que les constructeurs de maisons individuelles. Aujourd'hui, moi je trouve que nos messages sont souvent inaudibles. Quand depuis 2 ans, j'entends que, 1 200 000 transactions l'an dernier, ça c'est les professionnels de l'existant. Ça couvre les messages des professionnels du neuf qui disent qu'on a une descente aux enfers, on est passé de 430 000 mises en chantier à 350 000, on n'entend plus. On a fait les plus beaux chiffres d'affaires, etc. On est résilient. Ce mot, personne ne le connaissait il y a encore quelques années, c'est Boris Cyrulnik, qui est un philosophe qui l'a sorti il y a 30 ans. C'était un mot d'érudit. Maintenant, dans la rue, on vous dit « je suis résilient », ça veut dire tout va bien. Bon, on est résilient. Qu'est-ce qu'on entend encore ? On entend la valeur refuge.
Attendez, depuis 2 ans, on a eu des messages qui n'ont pas pris en compte qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, sans quoi il n'y aurait plus d'accession à la propriété, qu'on n'a pas arrêté de monter en gamme avec les acquéreurs. Il faut regarder de près qui a acheté depuis 2 ans, ce n'est pas les mêmes. Alors voilà, je prétends qu'on n'a pas été clair. Désormais, on l'est aujourd'hui dans cette salle, et c'est un procès que je ne ferai certainement pas ni à la FFB ni au Pôle Habitat. Malheureusement, ça les dépasse. Il faut qu'il y ait une coordination. Ça n'a pas non plus été le cas pendant la législative. Il n'y a qu'un point sur lequel on est tous tombés d'accord, il faut un grand ministre. Bon, très bien. Mais un grand ministre, on ne l'aura pas si on ne dit pas qu'on est vraiment malade. On ne va pas chez le médecin, on ne vous envoie pas le médecin si vous dites « j'ai une légère douleur ». On n'a pas une légère douleur, on n'est pas bien du tout. Voilà. Alors, autre problème pour les professionnels que vous êtes, c'est les craintes, voire les oppositions de certains maires à délivrer des permis de construire. Laurent, Céline, Nicolas, comment est-ce que vous abordez ce problème et comment réussissez-vous finalement à convaincre certains maires du bien fondé de vos opérations? Qui veut commencer? Laurent? Je commence. J'ai évoqué tout à l'heure cette verticalité de la volonté de ne plus construire. Ça s'applique dans nos mairies. On a plein d'anecdotes où il y a eu des changements de l'équipe municipale et on ne veut pas construire parce que c'est pas électoraliste. On ne veut pas construire parce qu'il va y avoir de nouveaux habitants. Et à contrario, c'est les mêmes personnes qui se plaignent que leurs enfants, leurs neveux, leurs cousins, leurs cousines ne trouvent pas de logement. Et c'est eux qui se plaignent qu'on ferme des classes d'école. Donc on a des petites villes et des villages pour des volontés politiques qui refusent la construction neuve. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Quand j'ai attaqué à 20 ans, les logements des années 50-60 étaient obsolètes. 20 ans après, c'est les logements des années 70, 80 et 90 qui deviennent obsolètes. Et on n'a pas rempli les obligations de construction neuve. Aujourd'hui, il y a une telle demande et il y a un tel besoin, au-delà de la demande, un tel besoin d'un logement confortable et décent, sans être somptuaire. Et les mairies, les collectivités locales ne jouent pas le jeu. Il y a encore quelques maires bâtisseurs, mais qui se battent contre les préfectures, qui se battent contre les agglos, qui se battent contre les présidents d'agglos ou les politiques nationales pour construire sur leur commune. Et s'ils n'ont pas la main parce qu'il y a un SCOT qui n'est pas favorable, s'ils n'ont pas la même parce qu'ils n'ont pas la même majorité que le président de l'agglo, ça ne marche pas. Et puis après, vous avez les dogmatiques, c'est-à-dire ce que j'appelle les pastèques, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, qui refusent de nous accompagner parce que on est des salauds de promoteurs ou constructeurs ou aménageurs pollueurs. Mais il n'est pas là le débat. Et je pense que le débat, il y a véritablement un besoin, et s'il y a une action, un point d'orgue sur lequel une chose sur laquelle il faut insister, c'est revenir sur une France de propriétaires. Ça fait du sens que de se constituer un patrimoine, de se protéger, de le transmettre et d'être propriétaire chez soi. Les primo-accédants, pour moi, c'est la priorité. On a plein de maires et de collectivités locales qui ne nous entendent pas là-dessus, qui ne nous entendent pas et qui ont déjà appliqué la politique de la verdisation et de la ZAN dans leur périmètre. C'est malheureux, ça me rend triste. Céline, sur la question des permis de construire et des relations avec les maires. Moi, la seule chose que je remarque, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que la plupart de nos élus sont très bien logés. Ils sont tous pratiquement en maison individuelle et très bien dans leur foyer. Tant mieux pour eux. Sauf que quand on est bien logé, on ne pense pas qu'on peut l'être mal. Et tout ne passe pas par la rénovation. Malheureusement, la rénovation ne pourra pas répondre à la demande. Et il y a eu un réel manque de prise de conscience, un déni là-dessus, il faut le dire. De la même façon, on le voyait dans la vidéo, j'ai écrit et j'ai dit il y a quelque temps, la maison individuelle va devenir un luxe. Mais non, je reviens sur mes propos. En quelques mois, ça a évolué. C'est se loger, qu'on soit propriétaire ou locataire, qui va devenir un luxe. Aujourd'hui, avec les politiques qui sont proposées, on va vers une catastrophe sociale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rénover le parc existant. Pourquoi ? Le parc existant est rénové, oui, mais en zone tendue, là où ça reste intéressant. En zones qui ne sont pas tendues, qui va injecter autant d'argent pour rénover ? Peu de monde, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de loi incitative, donc on ne rénovera pas. Donc on va avoir du mal logement. Quant au logement social, étant donné qu'on n'étend plus les villes, c'est un gros mot d'étendre, on ne veut plus d'aménagement, ni de lotissement, ça aussi c'est une insulte.
au final, du coup, il y aura de moins en moins de logement social. Et quand on parle également des permis qui sont attaqués et qui font que on n'arrive plus à répondre aux besoins, les maires tout ça l'entendent. Sauf qu'en haut, on a un dogme, une idéologie qui fait que ça ne se dit pas. Les maires aujourd'hui ont peur de dire les choses. C'est pour ça que ils se rangent derrière l'association des maires et espérons qu'il y ait un élan qui fonctionne contre la ZAN notamment. Mais on n'ose pas dire politiquement, déjà parce qu'on est bien logé, je l'ai déjà dit, et puis parce que c'est pas à la mode. Nicolas, comment est-ce que vous arrivez à surmonter certains blocages ? Alors déjà, je partage les propos de Céline et de Laurent. Et moi, je rajouterais le problème de pédagogie, quoi. En fait, toutes ces lois, c'est assez compliqué et on les explique pas assez. Et ça serait le rôle un petit peu des services du préfet. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est zappé. Donc, c'est nous, professionnels, qui devons aujourd'hui aller devant, expliquer les choses. Avant de déposer un permis, je pense qu'il faut faire au moins une réunion, voire 2, voire 3, pour expliquer ce qu'on veut faire. Éventuellement, tiens, oui, moi je ne voyais pas les choses comme ça serait bien de les voir comme ça. Donc aujourd'hui, il faut essayer de travailler un petit peu en communication avec l'urbanisme, avec le maire, bien sûr, si le sujet l'intéresse. Parce que pas tous les maires s'intéressent au sujet. Et donc, on prend plus de temps, on prend plus d'efforts, on prend plus de communication. Et ce rôle-là, par défaut, on est obligé de le prendre pour arriver à nos fins, quoi, à construire. Voilà un petit peu, moi, ce que je ressens. Voilà. Et puis, moi, le cas de ma ville, ça, c'est pas écrit dans le marbre, mais pour les opérations de plus de 30 logements, on doit aller voir les voisins. Alors là, il faut être bon en communication, je vous le dis. Cela... On est des bétonneurs, des sales bétonneurs, comme tu as dit. Et là, là, il faut prendre des cours de communication, parce que c'est chaud. Hervé Marseille, vous avez été ancien maire de Meudon, et puis en tant que sénateur, vous côtoyez des maires tous les jours. Comment expliquez-vous ces réticences, ces oppositions ? Je suis toujours élu local, je m'occupe de SEM, j'ai été 30 ans président d'un office d'HLM. Je partage tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que pour les zones tendues, en région parisienne en particulier, il y a une réforme aussi à faire, c'est le DALO. Parce qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Je veux dire, un maire, s'il construit, il veut pouvoir attribuer. Aujourd'hui, on lui dit, tu construis, donc il faut qu'il se farcisse les réunions le soir avec les voisins, avec du banga, des chips et des cacahuètes, jusqu'à plus soif. Et puis, il rentre chez lui exténué. Et il y a des recours des voisins, enfin tous les emmerdements dont on vient de parler, la loi sur l'eau, la loi sur l'air, l'archéologie, les grenouilles, enfin tout. Et quand enfin on voit le bout du tunnel, le gars il a construit, il se fait insulter et il peut rien attribuer. Franchement, est-ce que ça donne envie de construire ? Dis non, on préfère mettre un terrain de jeu avec un nain de jardin et des toboggans. Enfin, au moins, c'est tranquille. Donc, je crois que autant je peux comprendre qu'en province, dans les villes et villages, dans les villes moyennes, on peut arriver à trouver des solutions. Il y a encore des capacités de construction. En revanche, dans les zones tendues, ça devient de plus en plus compliqué à cause de la mentalité des habitants. On va les appeler bobos. Enfin, moi, je suis dans les Hauts-de-Seine. Il n'y a que ça. Les gars, ils viennent là, ils achètent, et donc personne n'a le droit de construire autour. Donc, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai siégé au Conseil d'État dans une autre vie. Je peux vous dire, c'est pas demain la veille qu'on trouvera une solution au recours des tiers. Ça fait partie des libertés publiques. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, monter au ciel, faire des numéros de claquettes tous les matins, ça ne bougera pas. Et vous nous disiez, en préparant cette table ronde, finalement, construire, c'est devenu un acte héroïque. C'est un acte héroïque parce qu'il faut arriver au bout de ce marathon, entre la réglementation, les structures, les compétences des uns, des autres. Là, ce matin, je parlais d'un problème d'aménagement avec des collègues. Nous, en région parisienne, on a la ville, le PT, c'est-à-dire l'interco, le département, la région, les PFIP, la métropole,
Une fois que vous avez fait la tournée des popotes, vous êtes un peu fatigué. Hein. Donc, il faut du temps, c'est très complexe. Je crois que tout a été dit dans cette table ronde et il faut simplifier l'acte de construire, trouver les aides nécessaires dans cette période difficile d'inflation pour toutes les raisons financières qui ont été indiquées par les différents intervenants. Mais je ne doute pas qu'on trouvera sur ces points-là des voies de convergence entre les différents groupes politiques du Parlement. Henri Buzicazo, parlons du ZAN. Comment est-ce qu'on fait avec le ZAN pour permettre au territoire de se développer ? Il faut un mode d'emploi du ZAN. Quand on voit que l'Association des maires de France vient d'attaquer 2 textes réglementaires fondamentaux, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Les maires sont désemparés par rapport à cette obligation. Ils ne sont pas contre. Il n'y a pas de climato-scepticisme. Le sujet, c'est comment va-t-on faire avec le besoin de loger les ménages, pour partie par mobilisation du parc existant. Mais vous avez raison, madame, ça n'ira pas très loin. Et donc ça, il faut quand même écouter un petit peu ce que souhaite la population. Et à force de dire qu'il faut 98% que la population mondiale soit 88% dans les villes, je pense que ça ne correspond pas, en tout cas aux Français, et à l'histoire de notre pays, à nos traditions, à notre culture. Donc je pense qu'il faut à un moment donné écouter les gens et prendre en compte, essayer de trouver un compromis ou un consensus, c'est mieux. J'ai envie de vous interroger tous les 6 là-dessus. Quelles sont, selon vous, les propositions qui font sens, les bonnes idées à reprendre ? On commence avec vous, Xavier. Vous voulez dire dans celle de la FFB ou... Vous avez le choix. D'accord. Je pense que pour moi, les choses importantes, c'est tout ce qu'on a dit au niveau des normes, et je pense qu'il y a un besoin de rationalisation. Moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas de normes, parce qu'il faut des normes, et on est face à de tels enjeux qu'il faut quand même guider tout le monde vers un certain objectif, mais il faut les rationaliser. Je pense qu'il faudrait, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, donner un sens... Il y a beaucoup de marge d'interprétation dans ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette. En fait, le mot important dans zéro artificialisation nette, c'est net. Et le net, il doit s'entendre à l'échelle du territoire français. Si chaque maire décide d'appliquer le net dans son territoire, les conséquences sont tout à fait différentes que si on l'applique au niveau national. Et donc, je pense que ça va dans le sens d'une forme de planification à l'échelle nationale. Mais chacun des mots est relativement important quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire de la planification pour faire de la planification, mais il s'agit de bien dire là où ça se développe et là où ça ne se développe pas. Enfin, je pense qu'il y a une mesure qui est essentielle, c'est qu'à l'intérieur de cette planification, il faut mettre en place les incitations qui sont nécessaires, en particulier aux acteurs locaux et en particulier, parce que ce sont des éléments clés, aux maires. Le sénateur Marseille a parlé de l'incitation qui est celle de pouvoir attribuer des logements. On pourrait effectivement mettre en avant cette incitation, mais je pense qu'il y en a qui sont aussi très très importantes, comme par exemple l'incitation fiscale. Un maire qui construit ne récupère pas, un maire qui donne des permis de construire pour construire ne récupère pas ou récupère peu de taxes à cette occasion, parce qu'il n'y a pas de droit de mutation, parce que la TVA n'est pas perçue par le maire. Donc les inciter financièrement, et donc les inciter financièrement à la construction pour que ces incitations soient alignées avec la planification. Et que là, on arrive à donner quelque chose de solide et de cohérent pour le futur dans où est-ce qu'on va loger les Français demain ? Est-ce que la quantité nécessaire de logement est nécessaire ? Et à l'intérieur de ça, les professionnels du bâtiment devront produire des logements de qualité qui répondent à tout un tas de contraintes, mais sauront dans quel cadre s'inscrire, et un cadre qui doit aussi permettre à chacun de se loger décemment. Nicolas, quelles idées vous ont marqué ? Moi, je vois le PTZ 40 points pour tous les territoires. Voilà, je pense que si on veut garder un petit peu un volant d'activité pour nos entreprises, nos promoteurs, nos aménageurs,
et donner aussi un peu un espoir à des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas les revenus auxquels l'inflation, les taux, la montée des taux va augmenter. Ça donne un signe positif. Et puis moi, je pense surtout aux jeunes, quoi, parce qu'aujourd'hui, pour eux, ne pas entrevoir qu'un jour, ils ne pourront pas avoir leur maison ou un appartement. Bon, voilà, je ne voudrais pas que Pôle Habitat devienne le pôle roulotte ou caravane en 2040, quoi. Céline. Alors, moi, j'ai bien aimé, mais c'est pour être la bonne élève des 6, la phrase donc, du Pôle Habitat, faire du logement une grande cause nationale. Ça, pour moi, c'est crucial. Vous dites qu'on ne nous entend pas, mais on se fait entendre. Le problème, c'est qu'on ne veut pas nous entendre. Et après, j'ai beaucoup rigolé. Enfin, je ne savais pas si je devais rigoler ou pleurer en voyant certaines phrases de nos élites politiques, notamment sur la fiscalité. Donc, enlever la fiscalité, donc Jean-Luc Mélenchon, sur l'acte de bâtir. C'est triste parce que c'est cette fiscalité qui fait vivre la France aussi et qui permet à beaucoup de Français de se loger à moindre coût. Donc, c'est bien dommage. Hervé Marseille, quelles mesures êtes-vous prêt à soutenir, vous, au Sénat, pour faire avancer la cause du logement et de la construction en France? Moi, je voudrais mettre le point sur deux choses, parce que là, il y a énormément de propositions qui sont parfois contradictoires même. Et on a dit qu'il y a urgence. Malheureusement, je pense que le calendrier, il ne va pas en faveur de l'urgence. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le calendrier, c'est 5 juillet, déclaration de politique générale du gouvernement. Espérons que le logement figure dans les priorités de là ou du Premier ministre qui sera à ce moment-là devant le Parlement. Deuxièmement, en juillet, à ma connaissance, un PLFR, notamment sur le pouvoir d'achat, donc qui peut faire l'objet d'amendements. Et ensuite, à la rentrée, comme chaque année, le budget. Donc la méthode, c'est, pour reprendre ce que disait Henri tout à l'heure, et si possible en ramassant quelques propositions les plus importantes, parce qu'on ne pourra pas tout faire, voir les parlementaires dans vos départements, vos régions. Nous, au Sénat, parce que dans tous les groupes, il y a des gens qui suivent le logement. Au groupe républicain, c'est Madame Estrosi Sassonne. Dans mon groupe, c'est Valérie Létard. Il y a Madame Lindemann, qui est toujours à gauche très, très impliquée. Donc, et ils travaillent ensemble. Hein. Ils travaillent ensemble au Sénat, les trois. Action Logement, on sait quelque chose, parce que s'ils n'avaient pas été là, je crois qu'il n'y aurait plus d'Action Logement. Et donc, on est capable d'écouter, d'entendre, de recevoir. Et donc, amenez-nous les propositions. Dernière chose rapide, comme en ce moment le politique est un peu diffus, ce qui m'inquiète, c'est que dans ces cas-là, c'est l'administration qui prend la main. C'est l'administration qui prend la main, et quand l'administration prend la main, ça, on peut compter sur eux pour pondre des circulaires, des arrêtés et des décrets. Donc, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à parler à tous les parlementaires de vos départements. On n'hésitera pas. Henri, une mesure à prendre. Il faut revenir au rapport Laglaise. Je regrette que Jean-Luc Laglaise ait été battu aux élections. Il a fait un gros boulot et il avait fait une proposition de loi. Il y avait 3 choses sur le foncier. Pardon, je m'en offre 2 de plus que ce que vous me proposez. C'est mon côté rebelle. Il faut inverser la fiscalité. Il faut arriver à trouver le moyen constitutionnellement d'inverser la fiscalité de la taxation des plus-values de cession sur les terrains, par différence avec le foncier bâti. Il faut interdire les ventes par adjudication des collectivités locales. Et je pense qu'il faut remettre sur le tapis la question des offices fonciers libres, c'est-à-dire l'ingénierie qui était évoquée tout à l'heure pour découpler le foncier et le bâti, mais non seulement pour la construction de logements sociaux. Laurent, pour le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, tout a été dit sur les mesures. Pour moi, le cheval de bataille, c'est l'accession à la propriété, le primo-accédant. Aujourd'hui, on a une formule qui s'appelle le PSLA qui permet à certains accédants d'accéder à la propriété avec une TVA réduite à 5,5%. Ça ne me paraît pas illogique qu'une TVA réduite puisse être aussi pour des
promoteur ou constructeur privé, puisque finalement, le premier logement, puis le PSR est souvent une accession sociale déguisée, excusez-moi du terme. Donc voilà, la fiscalité pour accompagner la fiscalité, et puis le prêt à taux zéro a des beaux jours devant lui avec la remontée des taux. Voilà. Et je pense qu'on sous-estime la capacité de réformer le calcul du taux de l'usure, qui pourrait déjà débloquer des situations pour les financements dans les prochaines semaines. Aucun d'entre vous n'a été approché pour devenir le prochain ministre du Logement? Non? Ok, vous n'avez pas le droit de le dire. Merci. Merci à vous 6 d'avoir participé à cette table ronde. On peut vous applaudir. Merci.